Donc tu disais, pardon. Donc, oui, je disais que c'était pas il me semble que c'était pas la violence qui était recherchée en tant que telle, mais plutôt effectivement le soin et l'attention de l'autre. Et donc, alors, le passage que tu citais à la fin sur la rééducation du lien à la mère, c'est un petit peu d'ailleurs une idée de Winnicott aussi, que on analyse, enfin, l'un des buts de la psychanalyse, c'est que par le transfert maternel que fait le patient sur l'analyste, dans la mesure où le patient régresse suffisamment, c'est-à-dire se met dans une situation de dépendance. Alors, ce que Winnicott considère comme la régression, c'est aussi le fait qu'il y a une dépression, que les défenses, en fait, les défenses assez carabinées du sujet s'assouplissent, et en fait, quand il y a un effondrement des défenses, ben, c'est une dépression, enfin, c'est une autre manière de parler de la dépression, et que dans cette situation de dépression, de désorganisation de la personnalité à laquelle le sujet consent en un sens, parce qu'il y a vraiment cette dimension aussi dans la psychanalyse qui fait dire si le sujet s'implique complètement dans la parole analytique, ça fait voler en éclats beaucoup de convictions, beaucoup de croyances, beaucoup de choses auxquelles le sujet était identifié, qui avait quand même un rôle de tuteur quasiment dans sa personnalité au sens de ce qui fait tenir le sujet en fait. Euh, donc, il y a quand même cet effet très déstabilisant de la psychanalyse, au sens où ça fait vaciller toutes les croyances et où, du coup, provisoirement, il y a un état de confusion, un état de désorganisation. Euh, et c'est ce que Winnicott appelle aussi la régression, euh, et où le sujet régresse aussi vers, à mesure qu'il identifie son analyste effectivement à une figure maternelle, régresse lui-même vers une position infantile. Sauf que pour Winnicott, c'est ce degré de dépendance et de désorganisation auquel consent le patient qui lui permet éventuellement d'avoir un bénéfice de la cure, puisque du coup, il peut rejouer avec son analyste ou jouer avec son analyste des choses qui n'ont pas eu lieu avec sa mère, en fait, directement. Donc, c'est presque une deuxième chance. Enfin, c'est presque une deuxième chance. Voilà. Même si évidemment il n'est plus un nourrisson, donc il n'a pas les mêmes émotions, il n'a pas les mêmes seuils de tolérance non plus effectivement aux émotions. Euh, mais l'idée, c'est voilà, de reconstruire peu à peu quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que du coup, de la même manière que l'enfant, pour Winnicott, doit se construire dans les failles de sa mère, c'est-à-dire que la mère, en fait, on dire, dans une situation idéale où les choses se passent bien, la mère n'est pas parfaite ni idéale, elle est suffisamment bonne, comme il le dit, Goodenough. L'idée, c'est que justement, peu à peu, à mesure qu'elle montre parfois enfin, son caractère faillible, le fait que parfois elle sera momentanément indisponible, le fait qu'elle ne sera pas toujours là, eh bien, c'est ça qui va permettre à l'enfant de développer ses propres ressources, par exemple d'apprendre à tolérer peu à peu la frustration, la satisfaction différée de ses besoins ou de ses désirs, et de renoncer aussi peu à peu à l'illusion qu'il a d'être tout puissant. Parce que, en fait, dans les premières semaines, comme dit Winnicott, normalement, la mère est complètement identifiée aux besoins de son enfant, et donc lui, dans sa position, il ne distingue pas entre l'intérieur et l'extérieur, et quand il veut quelque chose, il l'obtient immédiatement en un sens, donc ça lui donne une illusion d'omnipotence. Euh, et c'est justement dans la mesure où ensuite il y a un écart qui est introduit entre justement ce qu'il veut et ce qu'il ne pourra pas toujours obtenir immédiatement, ben, qu'il peut développer capacité à tolérer justement le vide, la frustration, mais parce que l'environnement a été suffisamment sécurisant jusque-là. Et donc, de la même façon, l'analyste doit peu à peu être un petit peu défaillant dans ses interprétations ou dans sa disponibilité, en un sens, pour laisser une chance progressivement aussi au patient de reconstruire en fait ses propres ressources. Et en un sens, bah, évidemment, parce que le but de l'analyse, c'est quand même que le patient puisse rejeter le psychanalyste quasiment comme un déchet dont il n'a plus besoin. Donc, à terme, c'est quand même un petit peu ça la finalité de la cure. Et donc, ce que je disais, c'était ça, cette idée que il y a une rééducation du rapport à la mère au sens où peut-être que la psychanalyse aura donné à voir au sujet la possibilité d'un lien à l'autre qui soit différent. Et vraiment, là, d'un lien à l'autre primaire, au premier autre, en fait. Mais sauf que c'est celui-là qui conditionne la représentation du lien à l'autre en général, quand même, globalement. Et donc, en mettant quelque chose d'autre, de différent empiriquement, on va dire, à la racine de la construction psychique du sujet, enfin, c'est un petit peu l'idée de la psychanalyse, et ben, euh, on lui laisse la possibilité d'entrevoir que, de façon générale, le lien à l'autre peut être différent, que peut-être que le lien à l'autre n'est pas
désespérant, ou que le lien à l'autre n'est pas toujours une menace d'anéantissement ou un danger dont il faudrait se protéger. Et donc c'est pour ça que je parlais de ça, puisqu'il me semble que, en fait, ce qui permet de, comment dire, même si ensuite il y a évidemment l'élément de l'altérité masculine qui en lui-même est nouveau, qui est radicalement nouveau et qui donc impose en fait de nouveaux aménagements et de nouveaux apprentissages. Il me semble quand même que du lien à la mère, enfin, dépend largement la relation aux hommes ensuite. D'ailleurs, Freud fait un trait d'esprit par rapport à ça, une blague en disant que souvent dans le mariage, le mari pense être l'héritier du rapport que la femme a eu avec son père, et que en fait, plus la relation avance, plus il s'aperçoit qu'il est l'héritier du rapport que l'épouse a eu avec sa mère quand elle était jeune, comme si cette relation finalement avait été beaucoup plus structurante et beaucoup plus déterminante que la relation oedipienne avec le père, qui est en fait secondaire, largement secondaire. Et donc c'est à ça que je pensais. Et du coup, l'idée qui m'est venue ensuite, c'est que ben, si le sujet en analyse a pu avoir une expérience différente dans la position du nourrisson ou de l'enfant, avec une autre figure maternelle, ça veut dire que lui, à son tour, il pourra s'identifier aussi à une autre figure maternelle et donc se projeter euh, dans le rapport à l'autre ou même carrément dans la maternité. Euh, Lui-même en tant que mère, enfin, et elle-même en tant que mère plutôt en l'occurrence, parce qu'on parle quand même de sujets qui sont des sujets féminins, eh bien, à une autre forme de maternité, à une autre subjectivité maternelle quasiment. Enfin, il y aura la possibilité, parce que ça, Winnicott est très clair aussi sur le fait que les mères, pour être mères, puisent euh, dans l'expérience qu'elles ont eue en tant qu'enfants, mais aussi dans leur capacité à s'identifier à la figure maternelle qu'elles qu'elles ont eue aussi. Donc, en un sens, avec l'analyste, le sujet peut aussi s'identifier à une autre figure maternelle, et il me semble que ça aussi, ça peut réaménager la relation avec les hommes, enfin, en tout cas permettre quelque chose de plus souple et de moins défensif. Mm. Euh, et voilà, même si, encore une fois, après, il y a aussi cet élément objectif de l'altérité masculine qui ajoute encore une autre donnée qui complexifie en un sens la situation. Mais, mais voilà, enfin, d'ailleurs, en grande partie enfin, à mon sens, dans la rémission de l'anorexie mentale et dans les stades les plus avancés de l'anorexie mentale, ce qui devient possible, c'est justement de faire une certaine place à l'altérité masculine, alors que celle-ci est très réduite au départ. Au sens où même chez beaucoup de sujets anorexiques, ce qu'on observe, c'est presque une identification à la position masculine, et donc une difficulté à reconnaître qu'il pourrait y avoir quelque chose de masculin qui est extérieur au sujet, que le sujet n'est pas ou que le sujet n'a pas. Puisqu'il y a presque une revendication, enfin, et comme on le dit parfois, une phallicisation du corps, dans l'amaigrissement du corps, et quelque chose où finalement, oui, il y a des identifications masculines très très fortes, souvent dans le vécu anorexique. Donc, c'était un petit peu voilà, vers tout ça que la dernière phrase, je le reconnais, un petit D'accord. peu énigmatique, tendait. D'accord. C'est vrai qu'en plus, c'est ce qui termine le texte. Donc, voilà. D'accord. Mhm. Oui, c'est Euh, clair, ouais. ouais. Mm. Alors, je vais un peu bouleverser l'ordre des questions, mais c'est pas grave pour essayer de garder des transitions entre chaque. Euh, Par rapport à la discussion qu'on avait eue avant, là, pas pour l'anorexie, mais pour la dépression, en fait, tu m'avais dit que pour toi, la seule expérience encore possible pendant la dépression, c'était l'expérience artistique. Euh, Mhm. et alors, bah, du coup, ça m'a Et posé dans mon question. vécu, là, pour le coup, dans un vécu totalement autobiographique, Oui, oui. oui. Mhm. Et parce que j'avais parlé aussi des gens qui ont dit avoir été sauvés par la beauté. Mhm. Genre, voilà, Mhm. des Oui. artistes. Mhm. Et bah, ça m'a posé question parce que, pareil, de façon autobiographique, euh, moi, en fait, justement, je me suis inquiétée, j'ai vu que ça allait vraiment pas le jour où regarder des danseurs, écouter de la musique ne me faisait plus rien et ne me remontait plus le moral comme avant. Ça marchait plus. Et donc, du coup, enfin, d'où première question, réflexion.
peut-être que quand on est sauvé par la beauté, c'est sans doute qu'on commençait déjà à guérir. Et Oui, du c'est coup, vrai. je me demande comment on peut être en dépression justement, enfin, vu comment je l'ai vécu, je me demande comment on peut être en dépression quand on est capable, d'expériences artistiques ou esthétiques, parce que pour moi, ça devrait suffire à tuer, enfin, heu, à rapidement, mettre un peu de côté la mélancolie ou à rendre ça normal et pas pathologique. Mhm. En gros, pour moi, être capable d'apprécier l'art, c'est justement rendre la dépression impossible parce que c'est ce qui ne marchait plus quand ça quand je suis tombée en dépression. Voilà, Oui. c'est ma question. Oui, oui, c'est intéressant parce que je pense que ça dépend aussi de l'organisation préalable de la personnalité. Pour moi, si l'expérience esthétique a été la seule possible et que je ramène quand même ça au cœur de la dépression, c'est parce que avant ça, ce qui avait une place vraiment centrale dans la personnalité, c'était la raison. Mmh, Vraiment ma formation philosophique et une identification très très forte à une position extrêmement rationaliste et logique. Et où ce qui me structurait le plus, c'était ça, c'est l'articulation intellectuelle rapide des choses, le discernement. Et en fait, dans la dépression, j'ai vraiment vécu un ralentissement de la fonction intellectuelle. J'ai vraiment le sentiment que je n'arrivais plus à penser, que je pensais moins bien, moins vite, voire que je pensais pas du tout. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de dessèchement, enfin, comme si vraiment la source même de la pensée avait été complètement asséchée et que j'étais plus capable de faire germer la moindre idée en moi. C'était plus un sol fertile, en fait. Je sentais vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et c'était très, du coup, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose de totalement stérilisant et de très inquiétant parce que c'était la seule chose que je pensais savoir faire, en fait. mmh, Donc c'est vrai que d'un seul coup, j'ai eu le sentiment de perdre mon identité et même et puis plus radicalement, d'avoir carrément une sorte de désaveu de la philosophie. Donc je me suis rendu compte qu'elle ne m'était d'aucun secours et que j'étais fatiguée de la philosophie. Enfin, il y avait une sorte de vraiment, c'est de lassitude extrême de la philosophie où je me disais, mais en fait, voilà, les doctrines des anciens, des Grecs, la philosophie morale de Descartes, enfin tout ça, c'était vraiment quelque chose qui me semblait mais totalement. Euh, Enfin, c'est pas que ça me semblait ridicule ou quoi que ce soit. Hein, j'ai évidemment pas cette prétention, mais ça n'avait plus aucun attrait pour moi et ça ne me parlait plus. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui ne me parlait plus et qui n'éveillait plus rien en moi. Euh, et donc, mmh. euh, euh, l'idée d'être quelqu'un qui est sage, en fait, l'idée de devoir être dans la position du sage, d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a fait renier peu à peu ma situation de professeur et que je supportais plus d'être la personne qui avait le savoir et qui avait un certain nombre de lumières, en fait, et qui pouvait guider les autres sur le chemin de la sagesse. C'est vraiment une chose à laquelle je ne croyais plus. J'arrivais plus à adhérer à cette idée et du coup, je n'arrivais plus à enseigner. Et donc, il y a vraiment une sorte de transformation profonde. Je pense que, effectivement, comme tu le dis, malgré tout, les premières expériences esthétiques que j'ai eues avec la poésie, avec la peinture, qui m'ont de nouveau fait exister, enfin qui m'ont fait me sentir vivante. C'est plutôt que je me suis sentie ébranlée physiquement. Enfin, ça qui est... Parce que vraiment dans la dépression, c'était un épisode dépressif assez lourd où j'avais vraiment plus du tout la sensation d'être vivante, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être éteinte, d'être morte. Enfin, il y a vraiment des sensations comme ça de mort, quoi. Euh, donc c'est vrai qu'en fait, ce qui m'a frappée, c'était à quel point euh, ben, le fait de voir un tableau ou le fait de lire la poésie, alors c'était la poésie d'Yehuda Amichai à l'époque ou la prose d'Aaron Appelfeld, mais qui est très elliptique et très poétique, et ben ça m'ébranlait. Enfin, c'était comme si d'un seul coup j'étais émue en fait simplement parce que je voyais ou parce que je lisais, parce que ça faisait appel à des sensations très anciennes euh, que j'avais totalement oubliées. C'était comme si soit j'avais des sortes de réminiscences en fait à travers la poésie et la peinture, de joie passée ou de moments justement d'intensité dans le sentiment d'être vivant. Voilà, soit c'était un rappel de ça, euh, soit la poésie décrivait, surtout celle de Yehuda Amirai, le sentiment de vieillissement. Et comme c'est un sentiment assez caractéristique de la dépression, ben, je lisais là quelque chose qui, voilà, enfin, qui est propre à m'émouvoir assez fortement parce que je ressentais moi-même la lassitude, le sentiment de la finitude
et la fatigue, vraiment le vieillissement tel qu'il était décrit dans la poésie d'Amirai. Et donc, il y a eu ça, mais c'est vrai que certainement, je commençais déjà à aller mieux par rapport à ce qui avait été simplement une première expérience de mort, enfin, vraiment de désintégration, d'anéantissement. On va dire le point de départ de la dépression, c'est quand même le sentiment d'être enterré quasiment vivant, et il y a un moment où c'est le néant, quoi. Enfin, le néant ou alors la terreur, enfin, il n'y a plus que, il y a plus que ça. Et donc, c'est vrai qu'à d'un seul coup, il y avait quand même une petite lumière qui s'allumait quelque part. Mais je pense que, enfin, personnellement, ça a été comme comment dire, le désaveu ou le déclin de la raison. On fait place de nouveau à la sensibilité esthétique, et c'est certainement parce que j'avais écrasé complètement ça, Mm. alors que c'était peut-être la première organisation de ma personnalité. Enfin, en tout cas, dans l'enfance, j'avais un tempérament plus volontiers artistique. C'était plutôt la musique, en fait, et comme pour toi d'ailleurs. Et donc, je pense que j'avais oublié ça. J'avais complètement oublié qu'en fait, pour moi, au départ, l'art était beaucoup plus important que la pensée, la rationalité, le fait Ouais. de démontrer les choses logiquement, rationnellement. Et je pense que je m'étais tellement identifiée à la fonction intellectuelle et je m'y étais aliénée en quelque sorte, que la dépression était en fait en elle-même, enfin, je ne sais pas si c'est parce que je commençais à aller mieux ou si c'est parce que la dépression en elle-même est le signe que le sujet commence à aller mieux. Et moi, c'est plutôt Mm. cette idée qui m'a frappée là aussi chez Winnicott. Mm. C'est qu'en fait, la dépression, ça veut dire commencer à aller mieux. C'est même pas d'abord aller mal pour ensuite, à travers le processus de guérison, aller mieux et se reconstruire. C'est vraiment que la dépression est un premier pas vers la santé mentale. Et, euh, et c'est ça qui m'a frappée. Et peut-être qu'effectivement, ce qui s'est joué du coup dans ce premier pas, ça a été une espèce d'assouplissement de la personnalité, où d'un seul coup, j'étais plus aussi identifiée et donc plus aussi aliénée à une fonction strictement intellectuelle, à une position de philosophe, à une position de sage, et, et où je me suis rappelé qu'en fait, s'il y avait quelque chose qui me permettait de me relier à mes émotions, ce qui est justement totalement impossible dans l'anorexie et dans la boulimie, et ce qui est même évité, enfin écarté, ben, c'était l'art. Mm. L'art, beaucoup plus que la philosophie. Et la Ouais. philosophie avait été comme une sorte de super structure intellectuelle qui m'avait permis de prendre encore plus de distance avec les émotions, et même de le faire de façon assumée, et de voir ça comme quelque chose de vertueux. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même je veux dire, le scepticisme à l'égard des affects chez les philosophes, euh, est quand Ça même dépend lesquels, assez. mais ouais. Ça dépend lesquels exactement, Ouais. mais ceux que moi j'avais choisis, étaient plutôt des philosophes qui avaient un certain mépris pour les affects en général. Et donc c'était bien, enfin, il y avait une forme d'héroïsme et de supériorité de la raison, il fallait la cultiver, enfin, quasiment dans une perspective platonicienne. Enfin, j'avais quelque chose d'une orientation quand même très, très résolument platonicienne. Et donc je pense qu'en fait, la dépression, ça a été l'effondrement de ça, mais donc c'était déjà une façon d'aller mieux. Sauf que, évidemment, ce qui est délicat, c'est que dans la dépression, le sujet n'a pas du tout ce recul sur les choses. Et donc, ce que lui vit, c'est vraiment plutôt l'expérience d'une catastrophe Mm. que ça. Mais donc, d'où cette place, oui, qui est faite, à mon avis, à la sensibilité esthétique, et qui est toujours, enfin, du coup, dans mon propre parcours, quelque chose que je travaille parce que euh, comment dire, parce que j'ai pas, moi, je me suis pas orientée vers une carrière artistique ou musicale comme je le voulais vraiment pendant des années, avant de m'intéresser à la philosophie. Et, et donc en enfant, c'est toujours, enfin, toujours en train d'essayer de faire des compromis, d'essayer de réintégrer un petit peu ça dans mon existence. Mais euh, voilà, je ne sais pas Ah si ouais. ça répond à la question. Ouais, Euh, oui, oui, ça répond, merci. Mais euh, oui, oui, bref. Je vais passer à une autre. Du coup, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est plutôt un signe
d'amélioration, Ouais, en fait, d'avoir cette ouais. ouverture vers l'art et Mais c'est pour heu, ça que bon, c'est bon, du coup, j'ai dit quand même, mais quand même ça marche plus. mmh, Heu, on n'est pas dans oui. la merde. Mais du coup, enfin, je pensais évoquer ça parce que pareil, c'est lié à c'est enfin, c'est lié vraiment aux individus, quoi. Alors du coup, Alors je après, comme tu dis, enfin, c'est un petit peu comme dans la dépression, l'idée de l'anédonie, de la perte de plaisir et où du coup toutes les expériences mmh, même esthétiques qui étaient associées à un plaisir, en fait, ne peuvent plus l'être et là, il y a quelque chose effectivement de il y a plus d'émotion, en fait, tu parlais d'être ému, mais si même l'art, ne fonctionne plus, oui, 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 c'est effectivement, c'est inquiétant, oui. Mmh. Mmh. je te rassure, tout va bien maintenant. Alors, Oui. Oui, je c'est complètement dans le désordre, mais du coup, je reviens à la première question que je t'avais posée la dernière fois. Hem et oui, donc parce que tu m'avais dit avoir voulu dès tes 18 ans commencer par être prof de philo pour, finalement devenir psychanalyste, en mmh découvrant Freud et cetera. Mais donc qu'est-ce qui fait que tu as arrêté, ton métier de prof à tel moment et que tu as commencé, autre chose, Mmh. Mmh. après peu après ou au même moment, enfin, voilà? Mmh. Oui, alors c'est sûr, ouais, la psychanalyse, je voulais le devenir à 18 ans, au moment où j'ai commencé, ma propre psychanalyse d'ailleurs mais je savais que j'aurais pas la maturité pour faire ça avant un certain nombre d'années donc et je me sentais pas, capable en fait, enfin, vraiment à ce Mmh. moment-là, donc alors que la philo était une chose pour laquelle je me sentais compétente. Donc je doutais pas trop de moi, au niveau de la philo. C'est la seule chose sur laquelle justement je doutais pas trop de moi et donc j'ai commencé par la philo, hem et alors le moment où j'ai arrêté, en fait, je pense que c'est-à-dire qu'à la fois